Le couple franco-allemand à l'heure de l'austérité. Le gouvernement français cherche 60 milliards d'économies sur les dépenses publiques, tandis que l'Allemagne annonce des mesures drastiques de réduction budgétaire. L'objectif poursuivi, la monnaie unique, en vaut-il le prix? Est-ce la seule voie de l'Europe à venir, ou bien l'Allemagne entraîne-t-elle la France dans une spirale déflationniste? Nous retrouverons tout de suite sur ce plateau Simone Veil, Marie-France Garot, Jacques Attali et Jean-Pierre Chevènement. Football, quand tu nous tiens. Pourquoi la passion emporte-t-elle hommes politiques, hommes d'affaires, dirigeants de clubs ou des médias? Pour quels enjeux et pour quel plaisir? Au lendemain de la victoire d'Auxerre sur Nîmes, je le demanderai à nos invités dans la seconde partie de cette émission. Sur ce plateau donc, d'un côté, Simone Veil, ancien ministre UDF, et Jacques Attali, auteur de Verbatim et ancien collaborateur de François Mitterrand, tous deux favorables à la construction européenne en cours. De l'autre, Marie-France Garot, ancienne conseillère du président Pompidou, directrice de la revue Géopolitique, et Jean-Pierre Chevènement, député maire de Belfort, président du mouvement des citoyens, tous deux hostiles à l'Europe en cours, à la construction européenne en cours. Merci d'être venus. Je vous demanderai peut-être de respecter les temps de parole des uns et des autres. Première question, l'Allemagne annonce donc une réduction de son budget, la France également. L'Europe a-t-elle les moyens de procéder à ces coupes sombres sans hypothéquer les chances fragiles de la reprise? Je pense que les réductions budgétaires n'ont absolument rien à voir avec la monnaie unique. Ils sont nécessaires de toute façon. On les fait partout, on les fait en Italie, on les fait en Espagne, on les fait en Belgique, on les fait partout. Pourquoi? Parce que, un, il faut réduire les impôts. Très important pour pouvoir relancer l'économie. Deux, aujourd'hui, le poids de la dette sur notre économie est gigantesque. Nous payons chaque année pour la dette plus que le budget de l'éducation nationale. Et il est tout à fait anormal, je dirais même moralement scandaleux, de reporter sur les générations suivantes le poids du bien-être des générations actuelles. C'est inacceptable. Ça n'a rien à voir avec la monnaie, il faut le faire. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faudrait pas, simultanément, lancer au niveau de l'Europe un programme de grands travaux qui permettrait de relancer l'économie, et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait le faire. Oui, je dirais à Jacques Attali qu'en réalité la réduction des déficits pourrait se faire autrement, par une augmentation des rentrées fiscales si la croissance se portait mieux. Et la croissance aujourd'hui est nulle, parce que le projet de monnaie unique implique que tout cela se fait autour du mark, c'est-à-dire autour d'une monnaie surévaluée, avec des taux d'intérêt tout à fait excessif sur la durée, et naturellement les déficits publics viennent en dernier lieu, mais la méthode qui consiste à vouloir donner la priorité à la réduction des déficits publics, aussi bien en Allemagne, 50 milliards de Deutschmark, qu'en France, en Italie, en Espagne, et cela simultanément, ça c'est une aberration totale. Cela nous enfonce dans une crise mortelle, et l'Europe détient déjà le maillot jaune du chômage, près de 20 millions de chômeurs. C'est vraiment, je dirais, une conception absurde que celle du traité de Maastricht. C'est la coordination de toutes les politiques économiques à partir de critères purement monétaristes. Non, ce ne sont pas des critères monétaristes, ce sont des critères économiques. On l'a vu chaque fois qu'on a simplement augmenté le nombre des fonctionnaires pour pouvoir créer de l'emploi et en même temps augmenter les déficits publics. On l'a vu quand on a aussi augmenté les prestations de façon très importante entre 81 et 83, que le chômage a augmenté. Et qu'en définitive, ce que les gens ont pu gagner en 81, après les élections de François Mitterrand, ils l'ont reversé en cotisations sociales supplémentaires ou en impôts supplémentaires et en chômage. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, même au niveau national, que d'essayer d'avoir davantage de rigueur et d'équilibrer. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, entièrement d'accord. Et l'Europe n'a rien à voir. Alors l'Europe est toujours, depuis des années, pour ceux qui sont hostiles sur le fond, et je crois qu'il faudrait aborder le problème de fond. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, pour des raisons politiques, ce qui est tout à fait autre chose, mais sinon l'Europe est le bouc émissaire. Et ça c'est très malhonnête tout de même, sur le plan intellectuel, parce qu'on trompe les... C'est ce type d'Europe que moi je critique. C'est une construction. L'Europe est le bouc émissaire, l'Europe est aussi la terre promise. J'entends dire depuis des années que les problèmes français seront réglés par l'Europe.
dans une campagne qui remonte maintenant à plus de 15 ans, la première élection au Parlement européen, on a entendu dire que l'espace social européen réglerait le problème du chômage. Par conséquent, je crois qu'il faut voir les choses... Ah si, incontestablement. On a entendu le président... pas l'espace social, il n'a jamais existé. Mais c'était un espoir. On a entendu le président de la République, François Mitterrand, dire au moment du traité de Maastricht que le traité de Maastricht donnerait entre 4 et 6 millions d'emplois en Europe. Par conséquent, le lien entre l'Europe et la solution des problèmes économiques et sociaux français, il a été fait par ceux qui ont voulu l'Europe de Maastricht, au contraire. C'est juste, madame. Non, quand on dit que l'Europe de Maastricht créera des emplois, ça reste vrai. Il se trouve que le traité de Maastricht n'est pas encore appliqué. Oui. Lorsqu'il le sera, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera, car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Il n'est pas appliqué puisqu'il suppose une monnaie unique qui n'existe pas encore. Précisément, ce qui est grave, c'est que nous anticipons dans un délai trop court ce que nous voulons être le traité de Maastricht, c'est ce que nous voulons être la monnaie unique. Et c'est cela qui est dommage. Bien entendu, il est évident que la France doit régler ses problèmes économiques, sociaux et financiers. Mais nous sommes en train de le faire au galop et adossé à la nécessité de rentrer en 1998 ou 1999 dans un carcan que nous sommes en train de donner au peuple français sans même le lui avoir dit au moment de la discussion. Si on ne règle pas ces problèmes vite, ils ne feront que s'aggraver. Mais vous savez très bien, vous qui avez été la conseillère du président Pompidou, vous savez très bien que le traité de Rome qu'a assumé le général de Gaulle quand il est arrivé, nous a forcé à faire un effort considérable en matière industrielle et que la France, qui était tout de même assez en retard, est devenue grâce à ça une puissance industrielle incontestable et que c'est tout de même forcé, il faut bien dire forcé par un certain nombre un volontarisme devenu obligatoire qu'on a progressé. Mais est-ce que le général de Gaulle, excusez-moi, est-ce que le général de Gaulle aurait accepté une Europe qui se fait comme aujourd'hui sur le modèle allemand, avec une banque centrale européenne indépendante? Comment donc? Est-ce que la banque centrale européenne indépendante n'est pas une boubabisse? Est-ce qu'il ne s'agit pas de faire une monnaie unique aussi forte que le mark, qui est 25% surévalué par rapport au dollar? La parole est à la défense. La parole est à la défense. Il faut bien. La question est la suivante. Soit nous aurons une Europe allemande parce que nous n'aurons pas de monnaie unique et la monnaie unique sera le mark et la France deviendra irréversiblement une colonie allemande. Soit nous faisons une monnaie unique et nous aurons à ce moment-là une monnaie qui ne sera pas le mark. Je suis en total désaccord avec ce point de vue. Je le sais. Je n'ai pas terminé. Soit nous faisons cela et nous avons la chance de créer une Europe qui ne sera pas sur le modèle allemand. On ne peut pas empêcher le fait historiquement évident et géographiquement inévitable que nous avons 90 millions d'Allemands à notre frontière. Ça, c'est un fait. On ne peut pas l'oublier. Mais pour autant, si nous construisons une Europe dans laquelle la France a le même pouvoir que l'Allemagne en termes d'égalité de décision dans la Banque centrale, si nous savons nous allier à l'Europe du Sud, les Italiens, les Espagnols, pour construire ensemble qui resteront à la porte de la monnaie unique. Vous prétendez ligoter. Mais c'est l'erreur du Parti socialiste depuis 1983. Vous préférez ligoter la France à l'Allemagne sous prétexte de ligoter l'Allemagne. C'est Simone qui m'a tout à l'heure mise en cause en disant que j'avais été conseillère du président Pompidou. C'est pas une cause, c'est une réalité. Absolument. La situation est complètement différente. Nous sommes en face d'une Allemagne réunifiée, d'une part, et deuxièmement, le traité de Maastricht, avec l'institution de l'union monétaire, crée, qu'on le veuille ou non, et qu'on l'avoue plus exactement ou non, une structure fédérale à l'intérieur de l'Europe. Il y a une innovation totale. Oui. Nous sommes passés d'une construction progressive, pragmatique et confédérale dans laquelle les États restaient maîtres de leurs intérêts essentiels, à une structure fédérale qui a un double inconvénient. Premièrement, elle divise l'Europe en deux. On le nie depuis 4 ans, mais c'est vrai, car nous savons que l'union monétaire ne réunira qu'une partie des pays, c'est-à-dire l'Allemagne, le Benelux, la France et l'Autriche dans un premier temps, et nous sommes minoritaires dans cette structure. Et deuxièmement, elle fait perdurer à l'intérieur de cette structure une situation minoritaire pour la France qui ne pourra pas faire prévaloir ses intérêts. Alors c'est une circonstance tout à fait nouvelle, c'est un système fédéral politique dans lequel nous sommes défavorisés. Je dirais qu'au contraire, nous nous sommes plutôt éloignés du modèle fédéral, car aujourd'hui, nous sommes éloignés. Si on reprend le traité de Rome, et l'esprit dans lequel le traité de Rome a été signé, c'était un esprit fédéral. Et on est resté jusqu'en 1990 dans l'idée qu'on était toujours dans cette
cet espoir. Or, aujourd'hui, la situation est totalement différente. Et je dirais qu'au fond, on est beaucoup plus pragmatique. On a compris que l'Europe n'était ni une confédération, ni une fédération, mais quelque chose de sui generis. Et qu'il fallait poursuivre dans cette voie pragmatique. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et j'observe que d'ailleurs, à cette époque, vous étiez déjà tout à fait hostile à l'Europe, je m'en souviens très bien, parce qu'au fond, c'est une notion politique. Et c'est une conception. Est-ce qu'on considère, vous prenez l'Europe isolément, quels sont les liens qu'on construit entre nous, en ayant toujours peur du modèle allemand, alors que le constat que nous faisons, c'est un constat international, d'une situation qui existe, d'une très grande interdépendance, et du fait que si les nations européennes sont chacune isolées, ne se mettent pas ensemble, et n'essayent pas de construire quelque chose ensemble, sous un modèle qui est un modèle qui doit être pragmatique, qui doit s'adapter, peut-être justement depuis 90, on n'a pas su encore suffisamment s'adapter, et bien à ce moment-là, nous je n'ai pas été hostile du tout à l'Europe, ni même à une collaboration franco-allemande. Je me suis battu pendant 5 ans pour une Europe spatiale franco-allemande sous leadership allemand. Alors, voilà, vous ne pouvez pas dire ça. Le problème, c'est de savoir si on veut faire avancer concrètement l'Europe, ou si, par la construction qui a été imaginée, à l'origine d'ailleurs par le chancelier Kohl, et François Mitterrand il a donné son accord en 1904. Comment c'est inexact? En 1989, il le raconte lui-même dans son livre, il hésite entre le projet de confédération et d'autre part il donne son accord. Permettez-moi d'aller au bout de mon propos. C'est pas le traité de Maastricht. L'Allemagne, elle est là où elle est. C'était déjà le traité de Rome, voyons. Attendez, mais pourquoi mais parce que je me souviens de la campagne de 1979. Non, l'Allemagne. Bien que Jean-Pierre, je vais demander déjà, ne soyez pas trop. L'Allemagne est là où elle est. On ne peut pas lui reprocher. Elle pèse son poids et moi je ne le reproche pas non plus. Mais la construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne. Car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand qui est celui d'une banque centrale indépendante, qui ne laisse place à la politique que comme à une sorte d'appendice technique. Une Europe fédérale, une Europe des régions, on voit ce qui se passe en Italie, où M. Bossi réclame la partition. On voit la Catalogne aujourd'hui qui est l'arbitre des destinées espagnoles. On voit naturellement que sur le plan de la politique économique, cette Europe porte la marque du conservatisme. Et c'est ce que je reproche au Parti socialiste. C'est qu'il était absolument incapable de voir dans la durée qu'il s'enlisait dans une ornière absolument mortelle pour lui, qui le mettait en contradiction avec les aspirations de ceux qui naturellement attendent de la gauche qu'elle s'attaque au problème de l'emploi. À la limite, je peux comprendre votre position, à vous, Madame Veil, mais ce que je ne comprends pas, c'est l'obstination du Parti socialiste à rouler dans ses fondrières. Jacques Attali, est-ce qu'on peut craindre que l'Europe devienne une zone déprimée, une zone de dépression économique dans laquelle le chômage s'aggrave? C'est exactement ce qui se passera si on ne fait pas l'Europe. Si on suit la politique que recommande Jean-Pierre Chevènement, la France ne sera qu'une vague province allemande colonisée avec le marque avec la monnaie allemande comme dominante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a apporté l'Europe à la France? La France est le premier exportateur du monde par tête d'habitant grâce à la construction européenne. Avec la France est la 4e puissance industrielle grâce à la construction européenne. Et demain, si nous ne faisions pas l'Europe, si nous ne faisions pas l'Europe, la France toute seule sera moins de 1% de la population mondiale. C'est ce que disait M. Giscard d'Estaing. Eh bien, de ce point de vue, je suis d'accord. Et le maréchal Pétain en 1940. Mais enfin, voyons. Du moulin de la Barnette, ne mélangez pas les concepts qui n'ont rien à voir. C'est absurde. Dans 20 ans, la France plus l'Allemagne ne représentera pas 2% de la population de la planète. Ensemble, nous avons une petite chance de maintenir notre niveau de vie. Une petite chance. C'est l'application de la théorie mathématique des ensembles à la politique. Non, c'est le principe de réalité, madame. C'est regarder le monde comme il est, comme il change. C'est d'avoir une parité réaliste avec le dollar. Vous parlez de monnaie unique, ce que vous avez dit tout à l'heure, cher Jean-Pierre, est inexact. C'est d'avoir une Laissez-moi terminer. Je voudrais corriger un point. Ce que vous avez dit tout à l'heure est inexact. La Banque centrale européenne n'aura absolument pas comme fonction, lisez le traité de Maastricht, article 107, il n'a pas comme fonction de fixer la parité avec
le dollar. Ça reste heureusement de la compétence des gouvernements. Qui n'auront plus de monnaie. Mais pas du tout. Si vous lisiez l'article 107 bis, pour répondre à votre seconde question, il est dit explicitement que la fixation des parités sera faite par le Conseil des ministres des Finances et pas par la Banque centrale. Il faut cesser de fantasmer dans tout pays de la planète, de Singapour à New York, de Mexico à Moscou. Aujourd'hui, la Banque centrale est indépendante parce que ça correspond à une réalité. Sinon, on fait quoi? On fait payer par les générations suivantes les bêtises d'aujourd'hui. Elle ne l'est ni à Washington, ni à Tokyo, mais bien sûr qu'elle l'est à Washington. Mais bien sûr qu'elle l'est. Mais bien sûr, elle l'est autant que la Banque centrale. Vous ne me répondez pas quand même sur la question, est-ce que ces mesures de réduction des dépenses publiques est de nature à freiner le chômage ou au contraire à le renforcer? Ça dépend lesquels. Et c'est là, je crois, où, à mon avis, la gauche française s'opposera à la façon dont la droite va le faire. Il y a deux politiques. Premièrement, il est évident que la réduction des dépenses sera une façon de réduire les impôts. Mais il faut savoir quels impôts on réduira. Deuxièmement, il faut savoir si on va réduire les dépenses de prestige. J'entends par là les dépenses d'autoroute, de défense et d'un certain nombre d'activités qui peuvent attendre. Dépenses de prestige qui donnent quand même des emplois. Ou si l'on réduira ce que je crains beaucoup, les dépenses sociales. Mais la gauche française va s'y opposer pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'elle ne voudra pas aller à la racine des choses, c'est-à-dire une parité monétaire, des taux d'intérêt, une politique industrielle. Voilà ce plus bas qu'on connaît. Mais pas Simone Veil est en retard. À propos de ce qu'a dit Jacques Attali, n'est-ce pas, en disant ce ne sera pas les dépenses de prestige, ce sera les dépenses sociales. Je crois que quand le gouvernement actuel est en train d'essayer d'équilibrer la sécurité sociale, ça n'est pas porter atteinte aux dépenses sociales, c'est au contraire préserver le système de sécurité sociale. Et vous le savez parfaitement d'ailleurs, puisque en définitive, les socialistes ont essayé de le faire sans succès, que moi-même pendant 2 ans, je m'y suis accroché, car je crois que c'est essentiel pour défendre le système de protection sociale, que c'est une garantie pour les Français, qu'on a réussi pendant 1 an et qu'ensuite, il faut dire, avec la proximité de la campagne électorale, nous n'avons pas pu poursuivre, mais je crois que c'est absolument essentiel. Et qu'en revanche, non mais le plan Juppé devait remettre les compteurs à zéro, et il apparaît que 40 milliards. Alors maintenant, je crois que je crois que c'est un des sujets suffisamment important en France et tellement essentiel que quand on voit la politique qui a été suivie depuis quelques années, bon, je dirais que les socialistes ont perdu 10 ans, mais qu'ensuite, quand certains ministres sont arrivés, la politique qui a été suivie a été au fond une politique qui a voulu initier ce qui se fait, mais que M. Juppé aujourd'hui va plus loin en vraiment prenant des mesures contraignantes qui sont indispensables. Et je crois que sur ces sujets, il devrait y avoir, puisqu'au fond on parle de l'avenir de la France, une espèce de consensus pour aider le gouvernement à aller dans le bon sens. Car c'est essentiel, c'est quelque chose qui pour les Français est essentiel à sauvegarder. Mais moi je voudrais revenir à l'Europe, parce que c'est un projet politique au fond. Nous nous égarons un peu aujourd'hui à volonté, c'est un projet politique. Et ce projet politique, c'est celui justement que nos pays européens existent encore par rapport à ce que disait, on parlait de démographie, existent encore au XXIe siècle. Et je constate que depuis 50 ans, nous avons la paix, que c'est la première fois que dans ce continent de l'Ouest européen, il y a la paix depuis 50 ans, après des siècles de guerre. Ça, c'est tout de même le projet européen. Oui, c'est bien sûr, mais il ne faut tout de même pas le négliger, parce qu'elle est fragile. Oui, mais elle est fragile, l'Europe. Et il suffit de très peu de choses pour que de nouveau ça éclate. Et si on ne poursuit pas un projet précis, c'est ce qui se passera. Et que si... Non, mais je vous en prie. Je voulais justement qu'on revienne à l'Europe, car bien entendu, l'Europe c'est la paix, mais la paix ça a été la réconciliation. Et la démocratie. Eh bien précisément, ça ne l'est pas dans l'Europe que nous sommes en train de construire. La paix c'est d'abord la réconciliation franco-allemande qui a été l'œuvre de De Gaulle et d'Adenauer. Bon, mais sur l'Europe que nous construisons en ce moment, c'est-à-dire l'Europe du traité de Maastricht, et Jean Monnet, si vous voulez, l'Europe du traité de Maastricht et de l'Union monétaire. On nous ment depuis 4 ans. On nous a dit cette Europe réunira l'ensemble des pays européens. C'est faux. L'Union européenne ne réunira qu'une partie des pays européens. On nous a dit l'Union monétaire réduira les dévaluations compétitives d'un certain nombre de pays. C'est faux. Nous savons qu'un certain nombre de pays comme l'Italie, la Grèce ou la Grande-Bretagne ne seront pas dans l'Union monétaire. Bon, écoutez, c'est un pari. Et pour l'instant, on nous a dit, vous nous dites également, ça n'est pas un projet fédéral. C'est inexact. Le chancelier Kohl lui-même, le lendemain de sa dernière élection, a dit « Je ferai en sorte que les structures fédérales de l'Allemagne soient irréversibles ». Il y a un projet allemand, parfaitement légitime. Mais comme il y a un projet français, et c'est ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait des projets qui sauvegardent les nations. Non, il y a un projet allemand parfaitement cohérent, parfaitement
légitime pour l'Allemagne. Et nous endossons ce projet en faisant une sorte de terre promise de l'union monétaire, de la monnaie unique et autres, qui nous fait avaler les plaies actuelles, car bien entendu, ce sont les plaies. Jean-Pierre Chevènement. Excusez-moi, mais je compléterai ce que vient de dire Mme Garot en disant que ce qui est en cause, ce n'est pas la construction d'une identité européenne, dont je pense nous sommes tous partisans. Mais le problème, c'est de savoir comment on l'a fait, quel contenu on lui donne, quel mode de régulation s'institue. Est-ce que cela se fait par la monnaie, d'en haut, à travers des banques centrales indépendantes, hein, ou bien est-ce que cette identité européenne va se construire par la politique, par le débat? Est-ce qu'on va mettre en question, par exemple, l'idée de service public, à laquelle, en France, on tient beaucoup, parce que l'identité française, qui vient de la Révolution, de la République, c'est une identité égalitaire. Est-ce qu'on va parler de la laïcité? Est-ce qu'on va parler de la citoyenneté, du droit du sol? Est-ce qu'on va parler de l'Europe européenne? Est-ce qu'on va parler de l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis? De la manière d'arrimer la Russie à notre destin, de stabiliser la rive sud de la Méditerranée? Tout sujet qui intéresse l'Europe au premier chef. Or, moi, ma crainte, ce n'est pas l'Allemagne. Je ne crains pas l'Allemagne. Ce que je crains, c'est que l'Allemagne nous enchaîne en définitive aux États-Unis, à la vision qu'on a des États-Unis, à 6000 km de là, et qu'au fond, cette construction européenne génère, un, le chômage, deuxièmement, l'inféodation. Et je vois... vous répondez là-dessus? Oui, Jean-Pierre Chevènement a raison pour dire, et nous partageons ce point de vue, c'est l'agenda européen. Ensuite, c'est élargir l'Europe à l'Europe de l'Est, et en particulier à la Russie, car il faudra faire avec la Russie exactement ce qu'on vient de faire avec l'Allemagne. C'est deuxièmement protéger le service public, et protéger absolument le concept de service public et d'intérêt public tel qu'on le défend en France, mais la question de savoir si on pourrait le faire si on ne construisait pas l'Europe. Je ne crois pas une seconde que l'Allemagne soit le fourrier des intérêts américains. Je crois qu'au contraire, si on ne fait pas l'Union européenne, l'Allemagne deviendra le fourrier des intérêts américains. Donc arrimer l'Allemagne à l'Europe, c'est toujours... Aujourd'hui, l'Allemagne est polarisée. Nous devons être un partenaire de l'Allemagne et pas un sous-traitant comme nous allons l'être dans l'Union monétaire. Je suis tout de même très étonné par ce débat, parce qu'on se retrouve exactement dans la position que j'ai connue. Moi, j'ai conduit successivement 3 listes pour le Parlement européen, et j'ai retrouvé 79, 84 et 89 les mêmes partenaires de part et d'autre, avec une conception européenne peut-être assez proche en ce qui concerne les institutions, mais différentes sur le fond, parce qu'au fond la politique peut être différente, mais d'un côté, je dirais, une partie des socialistes et une partie de la majorité actuelle, et de l'autre côté, d'autres. Mais le traité de Maastricht, on n'en parlait pas. Or, vous étiez déjà, je m'excuse de le dire, tout à fait hostile à l'Europe fédérale. Non, mais c'était pas l'Europe fédérale, on n'était pas dans... Mais non, on n'était pas en germe. Et on entendait sur l'Allemagne à l'époque, dans les années 80, la crainte d'une Allemagne non pas tellement inféodée aux États-Unis, mais d'une Allemagne qui allait vers une espèce de finlandisation ou de neutralisation, ou même d'une véritable zone sous l'influence soviétique. Effectivement, d'ailleurs, ça a été une crainte. Mais on a vu, et c'est ça qui, je crois, tout à fait extraordinaire et qu'il faut souligner quand on parle de l'Europe, c'est que grâce à l'Europe, au contraire, il y a toujours eu un engagement extrêmement précis, et à chaque fois qu'il y a eu une difficulté, un engagement précis de rester arrimé à l'Europe et à l'Ouest. Et à cet égard, d'ailleurs, je voudrais rendre hommage au président Mitterrand et à son discours de Bonn, qui a été quelque chose de très important. C'est le chancelier Kohl, mais il a été très soutenu, mais il y a eu chaque fois qu'il y a eu cette tentation de certains en Allemagne, il a été très soutenu par François Mitterrand, et ça a été très important, ça a été un discours très important. Mais que chaque fois, si vous voulez, on a soupçonné l'Allemagne, et que chaque fois on a vu l'Allemagne faire le choix de l'Europe. Et je crois que c'est à ça qu'on doit être attentif, parce que l'Allemagne a des possibilités. L'Allemagne européenne, que l'Europe allemande, disait Thomas Mann. Mais une Allemagne européenne, mais non, c'est pas un artifice. On ne parle pas de la France, mais non, c'est pas un artifice plutôt que d'une Europe française. Mais non, cette crainte perpétuelle d'une Allemagne américaine, d'une Allemagne il faut le reconnaître. Mais oui, mais on voit que chaque fois qu'elle s'est trouvée... Il faut y réfléchir, oui, madame. c'est possible, mais que chaque fois... Oui, mais notre histoire, c'est la guerre, monsieur. Mais non, mais si, notre histoire, ce sont des conflits permanents. Et que c'est la première fois que depuis 50 ans, nous n'avons pas de conflit permanent. Et c'est aussi la possibilité... Mais non, mais vous ramenez toujours tout à la guerre. Mais c'est important. Et par conséquent, vous voulez nous empêcher de réfléchir à la paix et à la manière de construire une Europe pacifique. La guerre est un épouvantail qu'on brandit pour empêcher tout débat. Moi, je voudrais dire
dire qu'en ce qui concerne le dernier Conseil européen, a justement beaucoup insisté sur l'Europe des valeurs, sur la citoyenneté, sur la nécessité de consacrer ensemble un certain nombre de valeurs, et notamment la lutte contre le racisme, la xénophobie, de lutter contre toutes les discriminations, par la lutte contre le chômage. Les minorités. Bon, ça a été, vous le savez très bien, qu'il y a eu tout de même de très grands efforts qui sont faits et que le Conseil européen a préconisé des politiques très précises. Il y a l'Europe que vous rêvez, qui est une sorte de pari pascalien, et il y a l'Europe que fait notre partenaire. Il y a l'Europe que fait notre partenaire, qui pour l'instant est coûteuse pour nous en termes social et chômage, et qui sera demain une Europe dans laquelle nous serons aliénés. Et moi, je rêve d'une Europe dans laquelle nous sommes partenaires de l'Allemagne, pas aliénés par rapport à elle. Mais nous ne sommes pas aliénés, nous sommes partenaires de l'Allemagne. Mais nous sommes partenaires de l'Allemagne. La France a un rôle essentiel au sein de l'Europe. En laissant le chômage s'envoler comme ça. C'est un autre sujet, nous y reviendrons sans doute.